Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BSU Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les sommaires. Le président Félix Tshisekedi séjourne depuis hier au Qatar où il est en visite de travail pour renforcer la coopération et les échanges commerciaux. Pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne propose un dialogue entre la RDC et le Rwanda. À ce sujet, nous recevons Dieu merci Limeme, cadre à l'UDPS Kibassa, notre invité du journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé la première édition du recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des établissements scolaires primaires publics sur concours. Et enfin, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies sur les violences sexuelles lors des conflits, plusieurs otages détenus à Gaza ont été victimes des viols. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Dans le cadre de sa mission officielle au Qatar, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a continué sa visite ce mardi 5 mars 2024 avec des rencontres de haut niveau et quelques séances de travail dans les domaines de la coopération économique. Ginette Fika. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête au palais Amiri Diwan avec son Altesse Tamim bin Hamad Emir du Qatar. Les deux personnalités ont passé en revue les protocoles d'accord signés entre les deux pays, le Qatar et la RDC, il y a 2 ans. Avant d'aborder d'autres questions relatives notamment aux investissements. Pour rappel, lors de son arrivée le lundi 4 mars dernier, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli au pied de l'avion auprès de l'État du Qatar. Notons en outre que ces voyages s'inscrivent dans le cadre d'une visite de travail. Finalisation le lundi 4 mars du règlement intérieur de la 4e législature par la commission spéciale au Palais du Peuple. Après un examen approfondi de 275 articles, les documents est à présent en phase de toilettage avant soumission pour adopter. Ces conclusions sont déchargées de la dite commission. Suivez. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. Je voulais annoncer au sommaire, l'Union européenne est extrêmement préoccupée par l'escalade de la violence dans l'Est de la République démocratique du Congo et par l'aggravation de la situation humanitaire exposant des millions de personnes à des violations des droits de l'homme. C'est ce qu'a indiqué la déclaration du haut représentant au nom de l'Union européenne rendue publique le lundi 4 mars 2024. Regardez. L'Est de la République démocratique du Congo est actuellement en proie à des violents combats entre le groupe rebelle connu sous le nom de mouvement M23 et les combattants du gouvernement, les FARDC, depuis octobre 2023.
Plus de 2,5 millions de personnes ont été déplacées et des centaines d'autres ont trouvé la mort, tandis que la poursuite du conflit menace de déstabiliser davantage la région. À cet effet, l'Union européenne est extrêmement préoccupée par cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Pour lui, il est important d'obtenir une solution politique à travers un dialogue inclusif entre la RDC et le Rwanda pour s'attaquer aux causes profondes du conflit, visant à mettre en œuvre les décisions prises dans le cadre des initiatives de paix régionales. Il insiste aussi sur le respect de la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région en condamnant la dernière offensive du M23 et réitère sa ferme condamnation des actions des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon elle, ces groupes doivent cesser toutes les hostilités, se retirer des zones qu'ils occupent et se désarmer et conformément aux décisions prises dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Comme je vous l'avais promis, M. Demersi Limemé est avec nous sur ce plateau, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pour l'Union européenne, il est important d'obtenir une solution politique à travers un dialogue inclusif entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Êtes-vous pour ou contre cette solution? Depuis toujours, la RDC a toujours, depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours montré ses intentions. La RDC n'est pas fermée à la négociation ou au dialogue. La RDC est ouverte, mais avec qui dialoguer? On est prêt à dialoguer avec nos agresseurs directement, qui est le Rwanda, et on n'est pas prêt à dialoguer avec les M23. Donc l'option de dialogue, elle est bonne, mais dialoguer avec qui? Et à l'heure actuelle, qui est le vrai allié de la République démocratique du Congo dans cette guerre entre l'Union européenne et l'Union africaine? Non, écoutez, l'Union européenne, de toute façon, a montré son vrai visage. On a signé un accord, un MOI avec le Rwanda. Donc, nous, la RDC, je pense qu'on ne devra pas se laisser berner par l'Union européenne. Que ce soit l'Union africaine, nous, ce que nous exigeons, ce que toutes ces communautés respectent, ce que nous mettons en place comme exigence. Nous sommes un pays souverain et on ne peut pas accepter qu'on puisse piétiner notre souveraineté par un pays voisin. Et ces pays soient en plus soutenus par l'Union européenne ou l'Union africaine, je ne sais pas. Je vous garde encore avec nous. Poursuivons ce journal. En sa qualité de président des pilotages, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a ouvert dans la journée d'hier, 4 mars 2024, la 4e réunion des pilotages du projet d'urgence d'équité et du renforcement du système éducatif. Suivez. La 4e réunion du pilotage du projet d'équité d'urgence du renforcement des systèmes éducatifs s'est tenue à la salle Ntumba des Pullman Hotel en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwamba Kazadi et plusieurs personnels de l'EPST. Cette 4e réunion de pilotage a comme objectif évaluer les projets dans son entièreté, c'est-à-dire évaluer l'état d'avancement de l'attente des résultats de l'année. De ces faits, ces assises auront pour objet la réussite du projet élargissant les champs en 26 provinces, contrairement aux 10 provinces initialement ciblées par les projets, outre les résultats attendus du décaissement direct en faveur du Trésor public relatif aux résultats. Précisons que cette réunion aura comme mobile aussi l'examen d'une prolongation d'un an du projet Ville et Retard causé à l'attente des résultats et des décaissements, lesquels projets qui initialement devraient s'achever en fin 2024. Notons que les projets a vu les jours en 2020 pour une mission principale, la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire en raison des 10 provinces pilotes et les dits projets auraient comme échéance 2024. Et le même lundi, le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a inauguré l'école primaire 1 et 2, Lemba, située dans la commune qui porte le même nom, où il a procédé lui-même à la remise officielle de bijoux aux autorités scolaires. On pourrait lire la joie au visage des élèves de l'EPA 1 et 2 Lemba lors de l'inauguration par les patrons de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi. C'est ce qui confirme la continuité de la série des inaugurations des écoles publiques.
Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a devant la presse circonscrit la raison de ces programmes d'urgence avant justement d'annoncer les perspectives. C'est la remise officielle de ce bâtiment qui vient d'être nouvellement construit ici à l'EPA 1 et 2 à Lemba. Je le rappelle, au niveau du ministère, nous avons initié un petit projet d'urgence. C'était vraiment dans la phase pilote pour Kinshasa, d'avoir au moins une école officielle réhabilitée dans chaque province éducationnelle. Comme je l'ai dit, de toutes les écoles compétitives aujourd'hui à Kinshasa ou ailleurs, ce soit des écoles privées ou conventionnées. Et pourtant, la question de l'éducation revient d'abord à l'État. Et nous voulons travailler dans ce sens-là pour que l'État reprenne sa place ou son monopole dans le secteur de l'éducation. Tony Mwamba Kazadi a remis les clés de ces établissements aux autorités scolaires sur place devant les médias et a annoncé pour la même occasion le projet futur dans le même registre. Il s'y est de noter que dans son agenda hebdomadaire, le ministre Tony Mwamba Kazadi a lancé ce mardi le 5 mars à Kinshasa-Tchangou les concours des recrutements des enseignants, une première depuis la nuit des temps. Monsieur Dimersi Limeme, depuis que le président Félix Tshisekedi avait instauré la gratuité de l'enseignement en RDC, pensez-vous que la qualité de l'enseignement aujourd'hui s'est améliorée ou a baissé? Non, mais je pense que l'objectif déjà c'était d'accroître les taux d'analphabétisation dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, on parle de 5 millions de nouveaux enfants inscrits à l'école. C'est déjà une très bonne chose. Au jour d'aujourd'hui, on dit que la RDC a atteint les taux nets de 78% des enfants inscrits à l'école primaire. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, en termes de qualité, moi je vais vous rétorquer la question d'une autre manière. Avant la gratuité de l'enseignement, il y a des milliers d'enseignants qui attendaient la mécanisation. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas alignés dans le lot des salariés de l'État. Au jour d'aujourd'hui, il y a des milliers d'enseignants qui ont été mécanisés. Pensez-vous qu'un enseignant qui n'a pas été mécanisé avant la gratuité, parce qu'il ne recevait pas son salaire, est beaucoup plus motivé qu'un enseignant qui est mécanisé aujourd'hui avec la gratuité et qui reçoit régulièrement son salaire? C'est aussi des questions à se poser. On peut tout dire. Au jour d'aujourd'hui, la RDC, de 2017 à aujourd'hui, a augmenté de 21%. Les financements de l'éducation à l'école base, à l'école primaire. Vous pensez que cette augmentation ne va pas soutenir la qualité de l'éducation en RDC? Et puisque nous parlons de la gratuité de l'enseignement, pouvez-vous nous dire combien d'écoles ont été construites depuis cet avènement de la gratuité de l'enseignement? Ce sont des chiffres qui sont détenus malheureusement heureusement par le ministère de l'EPSP, dont je ne suis pas membre. Donc si aujourd'hui nous faisons cet effort d'aller chercher ces éléments, nous aurons des éléments. Je pense que l'EPSP est clair pour nous donner ces chiffres. Bon, je vous garde encore avec nous. Poursuivons ce journal à Goma. La cérémonie des remises et reprises à la 34e région militaire de cette province a eu lieu le lundi 4 mars 2024 entre les commandants sortants, le général-major Choura Mabondani et les commandant entrant général-major Alec Bia, qui a en sa qualité du nouveau commandant de cette 34e région militaire, a appelé la population au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo dans la guerre qu'elle mène contre l'armée rwandaise sous le couvert du M23. Presse locale. Le général-major Alenga Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Choura Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants de grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne
en ce moment vraiment très particulier qui traverse notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alengia Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. Et en dehors de nos frontières, il existe de bonnes raisons de croire que des victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre ont été violées, tout comme certains otages détenus à Gaza, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies publié lundi qui ne peut préciser les nombres de ces violences sexuelles. La représentante spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur les violences sexuelles lors des conflits, accompagnée par des experts, s'est rendue en début février pendant 2 semaines et demie en Israël et en Cisjordanie. Suivez. Pendant 2 semaines et demie, à partir de début février, une équipe de l'ONU s'est rendue en Israël et en Cisjordanie pour enquêter sur les allégations de violences sexuelles. Après 33 réunions avec des institutions israéliennes, 34 entretiens confidentiels avec des survivants, des témoins, des otages libérés et des personnels des premiers secours, après avoir consulté plus de 5000 photos et visionné 50 heures des attaques, voici les premières conclusions. Il existe de bonnes raisons de croire que des violences sexuelles liées au conflit, notamment des viols et des viols collectifs, ont eu lieu lors des attaques du 7 octobre. Dans la plupart de ces incidents, les victimes ont d'abord été violées puis tuées et au moins 2 incidents concernent le viol de cadavres de femmes. Le festival Nova et ses environs, la route 232, le kibbutz Reim sont concernés. Selon le rapport, des violences sexuelles auraient aussi été commises contre des otages, viols, tortures de nature sexuelle, traitements cruels, inhumains et dégradants. Nous avons de bonnes raisons de croire que ces violences sont toujours en cours contre celles qui sont toujours maintenues en captivité. La représentante estime qu'un cessez-le-feu est nécessaire, y compris pour protéger les otages. Le rapport estime aussi que certaines accusations faites après le 7 octobre sont fausses. Nous avons considéré comme infondées certaines accusations qui ont pu être rapportées au préalable, et je vais juste donner un exemple en faisant référence à cette accusation à propos d'une femme enceinte dont l'utérus aurait été déchiré avant qu'elle ne soit tuée et son fœtus poignardé alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'elle. L'équipe a aussi enquêté en Cisjordanie occupée où elle affirme avoir recueilli des preuves de traitements dégradants à l'encontre de prisonnières palestiniennes, des fouilles corporelles invasives, des menaces de viol et des expériences de nudité prolongées. Pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo va organiser une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations d'une discipline sportive. Il s'agit de la CAN handball féminine prévue au mois de novembre 2024 à Kinshasa. Un protocole d'accord a été signé quant à ce le lundi 4 mars 2024. Suivez. Un protocole d'accord a été signé entre la Fédération congolaise des handball et la Confédération africaine des handball, sous la supervision du ministère du Sport de la République démocratique du Congo. Satisfait de la qualité des infrastructures sportives construites en RDC depuis les Jeux de la francophonie, la délégation de la Confédération africaine des handball réitère son engagement à accompagner la RDC dans l'organisation de cette CAN. Rendons grâce au Tout-Puissant parce que ce jour a été souhaité depuis des lustres, mais Dieu a su choisir le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour relancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations seniors. Pour sa part, François Kaboulo Mouana-Kaboulo, ministre des Sports, promet que le gouvernement ainsi que la présidence de la RDC vont s'impliquer pour la réussite de cette 26e édition de la CAN Handball.
Maintenant, je demande à toute l'Afrique de venir ici au mois de novembre pour participer à cette fête. Reste à la Fédération des handball de mettre en place une préparation des qualités pour permettre à l'équipe nationale féminine de la RDC de représenter valablement le pays. Monsieur Dieu-Merci Limemé, je reviens encore à vous. Pensez-vous que nous sommes prêts à organiser la CAN Handball 2024 cette année? La plus grande difficulté était les infrastructures. À travers la francophonie, nous avons bénéficié des infrastructures. Ça reste à 8 mois, mais je pense que c'est toujours possible. On peut organiser. Nous avons démontré notre efficacité lors de la francophonie. Nous avons réussi la francophonie. Et je ne vois pas pourquoi on va échouer en organisant cette compétition des handball. Pensez-vous que les infrastructures est le seul atout que nous avons? C'est ça notre atout? Les infrastructures, c'est la chose la plus importante parce que sans infrastructure, la compétition ne se déroule pas. Je pense que c'est déjà un très grand pas. Maintenant, après, il faut mettre en place un comité d'organisation et puis tout ce qui vient avec. Je pense les plus grands pas a été déjà franchi avec les infrastructures. Les restes, c'est une question d'organisation que nous pouvons aussi faire. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci Limemé. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS Kibassa Maliba. Ce journal est arrivé à la fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Le président Félix Tshisekedi séjourne depuis hier au Qatar, où il est en visite de travail pour renforcer la coopération et les échanges commerciaux. Pour mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne propose un dialogue entre la RDC et le Rwanda. À ce sujet, nous avons reçu Dieu-Merci Limemé, cadre à l'IDPS Kibassa. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé la première édition du recrutement des enseignants et la promotion des directeurs des établissements scolaires primaires publics sur les concours. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies sur les violences sexuelles lors des conflits, plusieurs otages détenus à Gaza ont été victimes des viols. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.